Écoutez, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce 9e TMA Talk de TMA France. Et nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Monsieur Gérard Fovadel. Gérard est le conseiller national à la sortie de crise auprès du ministre de l'Économie et des Finances, de la souveraineté industrielle et du numérique. Bienvenue Gérard et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous ce soir, on va traiter des perspectives de la sortie de crise, si tant est qu'on puisse véritablement parler de sortie de crise à l'instant. Bon, enfin, ça fera partie du débat. Et pour ma part, je suis Stéphane Roussier, je suis le directeur général du cabinet SRF Conseil, qui est un cabinet spécialisé dans la restructuration opérationnelle des entreprises. Je suis aussi le coordinateur national du collectif RTF, qui veut dire Restructuring Task Force, et je suis membre du bureau de TMA, qui nous réunit ce soir. Avant de nous lancer dans notre discussion, je voudrais en quelques mots rappeler à tous ceux de nos invités qui ne connaissent pas encore parfaitement TMA, mais ça va venir, ce qu'est TMA en France et dans le monde. L'acronyme TMA veut dire Turnaround Management Association. C'est une association qui est née aux États-Unis il y a un peu plus de 20 ans, qui constitue aujourd'hui le principal réseau mondial des professionnels du restructuring. TMA réunit 12 000 membres à travers le monde, au travers de 52 bureaux qui figurent tous les métiers et toutes les pratiques du restructuring à travers la planète. En Europe, TMA est présente dans 12 pays. Et pour ce qui concerne la France, TMA France est une association à but non lucratif qui réunit un peu plus de 150 membres, que sont les administrateurs judiciaires, que sont les avocats spécialisés des procédures, que sont les conseillers du chiffre, que sont les managers de transition, l'ensemble des acteurs du restructuring, les banques, les fonds d'investissement, particulièrement les banques fiduciaires d'ailleurs, judiciaires d'ailleurs. Tout ce beau monde est réuni autour d'une mission statement qui est de fédérer la communauté des professionnels du restructuring pour accompagner, préserver et accompagner les PME, les ETI et les groupes français et étrangers qui sont installés en France. Encore un mot sur la vie de TMA. Nous sommes accompagnés par des partenaires prestigieux. Certains sont représentés à l'image de Deloitte, Delville Management aussi, qui est un cabinet de management de transition bien connu. Deloitte donc, la banque de Lubac que je ne présente pas, Chiron Financial qui est un fonds, Facto France bien sûr, et enfin Mayday qui est la plateforme web du retournement que les professionnels connaissent. Je voudrais aussi rappeler l'existence de notre site internet. Enfin, maintenant, vous commencez à le connaître, tmafrance.org ou tma-france.org. Les deux fonctionnent. Vous y trouverez toute l'information et l'actualité sur TMA en France, TMA en Europe et TMA dans le monde. Je finis par connaître le pitch par cœur. C'est bien. Pour ceux de nos invités qui sont en ligne, vous pourrez poser vos questions tout au long de l'exposé, de la discussion. On y répondra, vous utilisez le chat de l'application Zoom, on y répondra en fin d'intervention. On répondra évidemment aussi aux questions de la salle. Pour conclure, je voudrais remercier le cabinet d'avocats LPA-CGR qui nous reçoit ce soir, particulièrement maître Judith Cittadini, qui est membre du bureau de TMA en France et qui nous accueille gracieusement dans leurs merveilleux locaux. Il y a une terrasse fabuleuse sur les Champs-Élysées ce soir. Voilà, tout ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans le dur. Et donc, merci Gérard de nous avoir rejoints ce soir. Je le disais tout à l'heure, vous dirigez le comité national à la sortie de crise et vous avez derrière vous une sacrée carrière. Est-ce que vous avez voyagé du service public au privé, de l'institutionnel à la finance en passant par le conseil? Vous avez été successivement et simultanément parfois à la direction du Trésor, au ministère des Finances. D'abord, vous êtes polytechnicien à ENARC. Vous avez ensuite été au Trésor. Vous avez été chef de cabinet de Michel Candessus quand il était directeur du Trésor. Vous avez été secrétaire général du CIRI, une maison que nous connaissons bien. Vous avez été sous-directeur de l'épargne et des marchés financiers, PDG du Matif et président de la Banque de compensation. Et puis en 97, vous êtes passé dans le privé, histoire de voir comment ça fonctionne aussi, puisque vous avez rejoint Mondial Assistance. En 2003, vous venez associé du cabinet XPM, cabinet de management de transition que nous connaissons bien aussi. Et en parallèle, en 2004, vous prenez la présidence d'Unigestion Asset Management en France, un opérateur bien connu de la gestion d'actifs et du private equity. Et plus récemment, en juin 22, vous êtes rappelé aux affaires publiques par Bruno Le Maire et Dupond-Moretti pour prendre la direction du comité national à la sortie de crise, qui, après le quoi qu'il en coûte, a vocation à piloter le plan d'action du gouvernement dans la sortie de la crise, si tant est qu'on en sorte. Voilà, un super parcours. Et
Et pour commencer, je voudrais bien qu'on fasse un rien de macro comme on le fait habituellement avec tous nos invités. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est à l'heure d'une inflation systémique assez significative, à l'heure d'une crise énergétique qui, depuis 8 jours, là, a pris une configuration assez particulière en France, à l'heure de la nécessité d'efforts massifs en matière d'urgence climatique, à l'heure de problèmes persistants quant à l'approvisionnement des produits et des matières premières en provenance de Chine, à l'heure d'une guerre ukrainienne. Quelle est votre vision de tout ça? Comment analysez-vous cette perspective? Quelles peuvent être, selon vous, les perspectives de notre économie à court et moyen terme? Merci. Au moins un instant de réflexion. Merci pour votre... Ça marche là, vous m'entendez? Merci pour votre accueil et vos mots trop chaleureux. Oui, un peu de macroéconomie, mais alors, en mettant de côté la problématique entreprise en difficulté qu'on traitera ensuite, plutôt très, très macro. J'ai pas une opinion personnelle très marquée, mais je lis comme tout le monde les journaux. Il y a eu, vous l'avez vu la semaine dernière, les grandes réunions annuelles à Washington du Fonds monétaire international. Et même si à court terme, on ne voit pas, d'ailleurs je ne suis pas catastrophique à court terme, on voit bien, même en France, la croissance est encore là, etc. En revanche, on voit des nuages assez terrifiants s'accumuler, si j'en crois le Fonds monétaire. La croissance dans les 3 zones importantes du monde est prévue nulle ou négative pour l'année prochaine, ce qui s'est rarement vu. Hein. Il y a une collision. L'inflation persiste, contrairement à ce que disent toutes les banques centrales et tout. On voit bien que pour l'instant, l'inflation est bien enracinée. Les taux de change deviennent instables. Et on commence à poser quelques questions sur la stabilité financière du fait des dettes souveraines, et notamment des dettes souveraines des pays émergents. Et on voit que tous les pays, notamment les pays du G20, mais sont confrontés à un arbitrage difficile entre politique monétaire et politique budgétaire. Notre pays étant particulièrement concerné. Voilà. On a connu ce type de situation, mais autrefois, il y avait une coordination internationale qui fonctionnait assez bien. Aujourd'hui, le G20 est cul par-dessus tête parce que les Russes sont plus dans le coup, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Chinois, on voit bien, ils vont à reculons. Les tensions et le découplage avec les États-Unis, c'est de plus en plus visible. Même l'Arabie saoudite commence à poser des problèmes. Et donc, on est quand même dans une situation géopolitique assez inédite, je veux dire, assez préoccupante sur un fond d'inflation où les banques centrales vont y aller. On voit bien que elles n'ont pas de frein, ou en tout cas au contraire, elles ont mis le pied sur l'accélérateur de la hausse des taux et tant que ce ne sera pas stabilisé, elles ne vont pas s'arrêter. Hein, elles sont missionnées pour ça et elles ont des objectifs très clairs. Et ce qui veut dire d'ailleurs que, et en plus, les États n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre. On n'a plus de marge de manœuvre budgétaire pour faire face à une hausse des taux d'intérêt qui introduirait une forte réduction de la croissance. Voilà, donc en Europe, évidemment, la crise énergétique va nous coûter 3 points de PIB. C'est quand même c'est plus important que ce que nous ont coûté les crises pétrolières précédentes. Alors, il y a des débats en plus en Europe. Est-ce qu'il faut mettre en place un bouclier? Est-ce qu'on fait des aides ciblées? Enfin, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais voilà, il y a un vrai problème lié notamment à l'inflation et surtout à l'énergie qui fait peser un risque, on le sent bien, à moyen terme, de délocalisation de ce qui nous reste d'industrie en Europe ou dans ce pays, quoi. Comment vous interprétez le fait que depuis 2018, depuis la fin de la crise des subprimes, on est régulièrement un taux d'inflation qui est supérieur au taux de croissance du PIB?
ce qui ne s'était pas vu depuis 1950. À l'exception de l'année 1981, on a systématiquement et toujours eu un taux de croissance du PIB qui était supérieur au taux d'inflation. Et parfois, dans les années 50, on a eu des taux d'inflation absolument extraordinaires. On a eu 40% de taux d'inflation à l'époque de la dévaluation du franc, mais on avait 55% de croissance du PIB. Donc, on avait toujours un PIB, une création de richesse qui était supérieure à la perte de valeur de la monnaie. Depuis 2018, assez régulièrement, on a un taux d'inflation qui est supérieur au PIB. Comment vous interprétez ça? Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment supérieur, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les banques centrales, depuis 10 ans, se battaient comme des malades pour faire monter l'inflation parce qu'elles n'arrivaient jamais à leur objectif qui était 2%. Donc, elles se demandaient comment faire. Puis d'un seul coup, elles sont débordées par un truc qu'elles n'avaient pas vu venir et qu'elles n'ont pas anticipé. Et qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on est nettement, avec un taux d'inflation nettement supérieur à la croissance du PIB et on sent que ça peut durer. Et ce sera durable, ce sera probablement le cas dans tous les cas. Moi, je l'explique pour une simple raison, c'est que les banques centrales ont émis tellement de papier-monnaie qu'il fallait bien qu'un jour ou l'autre, le bilan des banques centrales a multiplié par 5 ou 10 au cours depuis la crise de 2008. Un jour ou l'autre, tout ça se retrouve bien dans les prix. Alors, il y a des bulles au début, et puis petit à petit, ça diffuse, et on voit bien qu'il fallait bien qu'un jour ou l'autre, on retrouve cette immense impression de papier-monnaie dans un phénomène de prix. Et je pense que c'est une des raisons. Nous sommes bien d'accord. À considérer particulièrement d'ailleurs que le crédit participe de l'augmentation de la masse monétaire. Donc il y a eu effectivement le soutien lié à la situation Covid, mais il y a eu aussi, ces 10 dernières années, un recours au crédit considérable. C'est bien avant, c'est depuis la crise de 2008. Le Covid n'a fait que multiplier par 2 les choses. Oui. Il y a eu 250 milliards qui ont été injectés en 2019-2020, mais depuis 10 ans, il y a un accès au crédit qui est considérable avec des taux qui sont négatifs au plan de la dette d'État, mais qui sont très très faibles au plan de la consommation, et donc un recours au crédit considérable qui a augmenté la masse monétaire. Venons-en au Comité national à la sortie de crise, parce que c'est quand même l'objet de notre réunion ce soir. Et peut-être que pour commencer, Gérard, vous pourriez rappeler ce que c'est que le Comité national à la sortie de crise, l'objet du dispositif mission d'accompagnement économique à la sortie de crise, qui est le nom du dispositif, la mission du Comité national et des comités départementaux. Oui, alors ça, c'est assez facile. Quand on sortait du quoi qu'il en coûte, au début de l'année dernière, le gouvernement a eu peur que, puisqu'on allait couper les robinets progressivement de subventions, de fonds de solidarité, de chômage partiel, de PGE, etc. Donc après avoir dépensé 300 milliards, qui a arrosé toutes les entreprises, le gouvernement s'est dit ce serait trop bête que, parce qu'on coupe les robinets, il y ait une espèce de vague de faillite qui nous tombe dessus. Donc, mettons en place un dispositif qui accompagne la fin du quoi qu'il en coûte et qui fait qu'on sorte d'une démarche où on arrosait tout le monde pour passer à une démarche discrétionnaire où on va traiter au cas par cas toutes les entreprises qui se trouveraient, du fait de la crise Covid et de l'arrêt des robinets du quoi qu'il en coûte, qui se trouveraient en situation de fragilité ou de difficulté financière. Et donc, pour faire ça, on va mettre en place un dispositif que l'on a appelé mission d'accompagnement des entreprises à la sortie de crise. On sortait de la crise Covid, que l'on va décliner essentiellement au plus près des entreprises. Donc, le choix politique, ça a été de le décliner au plan départemental pour toucher le tissu le plus fin des TPE et des petites et moyennes entreprises. Et on va mettre en place un dispositif national pour coordonner tout ça et animer tout ça. Et on va trouver un type pour faire ça. C'est tombé sur moi. Donc voilà, j'ai eu une belle lettre de mission signée par Bruno Le Maire et Dupond-Moretti, l'idée étant de me donner, non pas une autorité hiérarchique, mais une petite magistrature d'influence
à la fois sur les différentes directions de Bercy, qui sont nombreuses à s'occuper des entreprises en difficulté, hein, entre la Direction générale du Trésor, la DGFiP, la DGE, la DIR, la médiation du crédit avec la Banque de France, bon, donc il y a les URSSAF, bien entendu, et tout ce qui relève du fisc, des autorités fiscales. Donc l'idée, c'était de mettre un petit peu d'ordre et un petit peu d'organisation là-dessus. Et Dupond-Moretti, parce que, vous le savez tous mieux que moi, il y a quand même beaucoup de professions qui, elles, ne sont pas dans la sphère publique, mais qui relèvent plus ou moins du ministère de la Justice et qui s'occupent fondamentalement des entreprises en difficulté, qu'il s'agisse des tribunaux de commerce, des administrateurs et mandataires de justice, des greffiers de tribunaux, donc des experts comptables, des commissaires aux comptes, plus quelques associations du type l'ARE, Women in Restructuring, et j'en passe. Et donc l'idée, c'est, on va demander de mettre en place un comité national où chacun devait, face à cette situation, prendre un certain nombre d'engagements. Et j'étais le gardien de cette charte, de ces engagements. Et puis deux, on a décliné dans chaque département la mise en place de comités départementaux à la sortie de crise, qui sont le miroir local du Conseil national, avec un type qui s'appelle, ou une dame, pardon, ça peut être l'un ou l'autre, conseiller ou conseillère départementale à la sortie de crise, qui est en général un fonctionnaire de la DGFiP, qui était très souvent l'ancien secrétaire permanent des codéfis locaux, mais qu'on a sorti du lot, qu'on a identifié, qu'on a montré au public. Et donc, il y a maintenant, dans chaque département, un nom, un téléphone, un mail nominatif. Donc, on sait maintenant à qui s'adresser. Donc, l'idée, c'était de dire, mettons en place un guichet unique, d'accord, dans chaque département, qui fait que chaque entreprise qui aurait un problème d'orientation dans le maquis des aides, dans le maquis des procédures pour traiter les entreprises en difficulté, que quelque part, il y a un guichet unique où le chef d'entreprise puisse s'adresser et trouver la bonne orientation. Cette bonne orientation, vous le savez, pouvant être la commission locale des services financiers pour régler les problèmes éventuels de retard ou d'étalement de charges fiscales ou sociales, pouvant être la médiation du crédit, pouvant être évidemment le tribunal de commerce avec les procédures innombrables que vous connaissez, qui sont collectives ou qui sont préventives. Voilà, et donc on a mis ça en place et j'aurais tendance à dire que ça a fonctionné. Ça fait 17 mois qu'on a mis ça en place, comme vous dites, et au bout de 17 mois, le constat que vous faites, le nombre d'entreprises, la typologie d'entreprises, les difficultés des entreprises? Bon, alors, pour être honnête, le système n'a pas été tellement sous tension. Je ne vous l'apprends pas, mais on reste à un niveau d'entreprise en difficulté qui est significativement inférieur au régime habituel que l'on a connu sur les 10 années précédentes, entre 2010 et 2019, on oscillait entre 50 et 60 000 procédures par an. On est tombé nettement en dessous et même maintenant, on va terminer l'année 30% inférieur à ce chiffre. Donc le système n'a pas été vraiment sous tension et du coup, ça a tenu. Alors, on peut se dire pourquoi finalement, pourquoi aussi peu d'entreprises Et à l'heure où on est vraiment dans un environnement assez anxiogène, assez paradoxal, oui. Ce paradoxe, vous l'analysez comment? Oui, c'est le paradoxe de jusqu'ici, tout va bien. Hein. Bon, je l'analyse tout simplement. D'abord, on a quand même déversé des tonnes de pognon
aux entreprises qui, quand même, il y a eu beaucoup de subventions. Je vous rappelle, 300 milliards. Hein, si on fait l'addition des 160 milliards de PGE, 40 milliards de fonds de solidarité, 35 milliards de chômage partiel, 24 milliards d'étalement de charges sociales. Enfin, voilà, on arrive à 300. Hein, bon, c'est énormément de pognon. Et donc, la trésorerie des entreprises a été significativement renforcée. Hein. Donc, comme le dépôt de bilan, c'est quand on n'a plus de trésorerie, par définition, ils avaient du carburant pour tenir et ils tiennent toujours. Hein, ils tiennent toujours. Et puis, deuxièmement, la conjoncture 2021 a été bonne. Et même en 2022, je vois, bon, il y a des secteurs en difficulté, etc. Il y a des problèmes ponctuels. Mais au total, la croissance n'est pas nulle. Beaucoup d'entreprises ont les carnets de commandes pleins. Et au total, effectivement, on n'est pas. Alors, on voit que la situation se tend. Hein, elle commence à se tendre parce que il faut rembourser la dette Covid. Ça, c'est quand même le premier point. Et la dette Covid, c'est les PGE. On aura l'occasion d'y revenir. Il y a quand même 150 milliards là, à rembourser. C'est macro-financier. Hein. Il y a la dette sociale. Hein. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en réalité, les URSSAF n'ont repris leur vrai plan d'apurement. Pas encore. Non pas. Alors, ils ont envoyé leur plan d'apurement. Bon, il y a d'ailleurs très peu de défauts. Hein. Les gens respectent leur plan. Mais les vraies échéances, ça commence le 15 octobre, là. Hein, c'est-à-dire la semaine prochaine. En rappelant que les URSSAF sont à 70% des origines de voilà. procédures en exactement. Et puis même, des crises. et puis ça ne se verra pas tout de suite, parce que même si elles envoient les premières échéances d'apurement le 15 octobre, avant d'envoyer du papier bleu, il y a 2 mois qui va s'écouler. Donc, on y verra clair là-dessus qu'au début de l'année prochaine. Est-ce que le comité avait des objectifs? Après, là, j'ai une autre question. Au regard de ce que vous venez de dire, c'est assez marrant parce que finalement, la mission du comité a été renouvelée 3 fois depuis sa création. À chaque fois, c'était des périodes de 6 mois qui ont été renouvelées en juillet. Et alors, il y a une échéance le 31 décembre. On va en parler tout à l'heure. Mais est-ce que le durcissement du contexte que vous évoquez, finalement, conduit au maintien de la mission du comité? Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire, au début, on m'a dit 6 mois, le Covid. Bon, voilà, au bout de 6 mois, on avait mis en place le dispositif. Il n'y avait pas plus de faillites qu'avant. Donc, j'ai dit à Bruno Le Maire, on arrête, quoi. Il m'a dit, non, ça va arriver, ça va arriver. Et puis 6 mois après, c'était toujours pas arrivé. Et au mois de juin dernier, il m'a dit, non, tu vas pas me faire vous avez tous vu ou lu le désert des Tartares. Ce film ou ce bouquin extraordinaire où l'armée est là pendant des années, s'entraîne avec un chef. Bon. Donc, il manque pas un bouton de guêtre, ils sont tous prêts, etc. Puis, au bout de quelque temps, ils se lassent, les Tartares ne viennent pas. Puis, finalement, ils sont rappelés dans la capitale. Et à ce moment-là, on voit les chevaux des Tartares, la poussière qui arrive. Donc, voilà. On repousse, mais la vérité, même si vous voyez les banques, elles vous diront que le coût du risque reste extrêmement faible aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est le syndrome C dans le dessin animé là, le type, il continue, il y a le gouffre, puis il continue à marcher. Peut-être qu'il va tomber dans le gouffre, j'en sais rien. Mais pour l'instant, la vérité, c'est que voilà, on repousse à chaque fois en se disant ça ira moins bien le trimestre ou le semestre prochain, donc on va pas désarmer. C'est pas le moment de désarmer. Hein, on va rester équipé. Donc la question va se reposer à nouveau là au mois de décembre. Par anticipation, je peux répondre à votre question. À mon avis, il y a un truc qui a bien fonctionné, c'est les comités départementaux. Au moins pour répondre aux TPE, aux PME, la mise en évidence d'un conseiller départemental à la sortie de crise, voilà, tout ça fonctionne. J'ai vu que, sur le plan local, il commence à y avoir un vrai dialogue entre la sphère publique, DGFiP, Banque de France, URSSAF, et le monde judiciaire. Je vois bien, il y a
il y a un dialogue qui s'est instauré, on échange avant, on n'osait pas parce qu'il y avait le secret fiscal, etc. Bon. On voit le fait que ces gens aient été obligés de se rencontrer sous l'égide du comité départemental à la sortie de crise, le fait qu'il y ait un type responsable qui gère les signaux faibles, etc. Et donc, au total, je vois ça fonctionne mieux. Ça fonctionne mieux. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire il faut à tout prix garder le système local, le système départemental. Sur le plan national, ça se discute. Je ne suis pas sûr que il faut garder une petite animation, hein, mais une fois que le truc est en place, je ne suis pas sûr qu'il faille garder à tout prix un dispositif qui donnerait le sentiment qu'on veut empêcher le processus darwinien de l'économie. Ne me citez pas, mais il ne faut pas parler de Darwin ou de Schumpeter. Mais en réalité, on voit bien. Moi, je me souviens, j'étais à l'origine de la fondation du CIRI, j'étais le deuxième secrétaire général du CIRI, à la direction du Trésor. On voulait en aucun cas mettre en place un dispositif qui donne le sentiment que on allait traiter systématiquement les zombies et les canards boiteux. Hein, ce qu'on a réussi à faire, d'ailleurs. Finalement, le CIRI n'a traité qu'une volumétrie relativement faible de dossiers et n'a pas maintenu artificiellement un tissu économique qui n'était pas sain. Donc, sur le plan national, il faudra que je repose la question à Monsieur le maire, qui va probablement me faire la même réponse. Mais là, je vais quand même lui expliquer qu'il faudrait peut-être structurer un peu les choses, parce que la mission que j'ai mise en place, j'en suis très fier, je m'étais fixé comme objectif, il y a tellement de monde qui s'occupe du monde des entreprises en difficulté, dont TMA, donc une bonne partie des gens qui sont ici ou présents ou en vidéo, que j'ai fait très attention de dire on ne va pas mettre en place une nouvelle structure de fonctionnaires qui coûterait en plus de l'argent aux contribuables. Et donc, dans toute la mise en place du dispositif, c'est moi qui en étais chargé, j'ai veillé à faire que ça ne coûte pas un centime marginal supplémentaire aux contribuables. Chaque conseiller départemental est un fonctionnaire qui était déjà là, qui, je vous dis, la plupart du temps, il était le secrétaire permanent du CODEFI, employé par la direction départementale des finances publiques. Au niveau national, j'ai une petite équipe. La totalité de mon équipe, je suis allé la piquer dans les inspections générales, inspection des finances, inspection de la Banque de France, inspection générale de la chancellerie. Donc voilà, mon équipe, c'est des gens qui, de toute façon, sont payés par la fonction publique puisqu'ils sont dans les inspections générales et ça fait partie de leur mission. Donc, coût marginal zéro. Et comme vous le savez, moi-même, je fais ça pour occuper mes vieux jours à titre gracieux. Et donc, je ne coûte rien. Voilà. Donc, à part les 40 mètres carrés de bureaux qu'on consomme à Bercy, cette mission, et j'en suis très fier, ne coûte rien aux contribuables. Donc, c'est assez facile de la désarmer. Mais j'ai quand même du mal à croire que 3 mois avant le 31 décembre, nous sommes 4 mois avant le 31 décembre, il n'y ait pas une perspective. On ne peut pas, dans la même phrase, dire on est potentiellement au bord d'un certain gouffre. Voilà, et en même temps, on va désarmer la mission d'accompagnement à la sortie de crise. Oui, mais attendez, la crise, oui, elle est toujours là, elle va s'aggraver. Hein, la crise. On a changé de crise. Oui. J'ai été mandaté pour sortir de la crise Covid, et maintenant on me dit mais non, mais c'est plus la crise Covid, c'est la crise ukraino. Pour accompagner les entreprises qui risquaient de se trouver en difficulté, de façon générale, l'objet a changé, mais voilà, la conséquence reste. Exact. Le titre était sortie de crise, mais en réalité, c'était très ciblé Covid. Hein. Non, mais attendez, il existe encore, que je sois là ou pas, il y aura toujours des CODEFI, il y aura toujours des commissaires des CRP là, au niveau régional, et puis il y aura toujours le CIRI. Je rappelle, l'organisation, c'est les toutes petites entreprises, moins de 50, on les traite au niveau des CODEFI. Entre 50 et 400, c'est plutôt au niveau régional. Et au-dessus de 400, c'est le CIRI et la structure nationale avec le fonds de transition dont je m'occupais. Donc, j'avais une question, mais vous y avez répondu, c'était de savoir si l'inflation et la crise énergétique pouvaient conduire à la reprise des difficultés et donc au maintien du dispositif. Mais je pense que vous y avez déjà partiellement répondu. Oui, enfin, dans le constat, oui, c'est clair que
C'est deux facteurs qui peuvent faire craindre que on retombe dans une crise de solvabilité des entreprises qui entraîne une nouvelle vague de restructuration, qui n'a pas eu lieu. Qui n'a pas eu lieu. La vérité, c'est qu'il y a eu quelques restructurations, mais il n'y a pas eu la vague, comme j'en ai connu quand j'étais secrétaire général du CIRI. Et donc, ce à quoi on a échappé, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces deux éléments qui sont deux éléments complètement nouveaux, qu'on n'avait pas anticipés en 2010, même en 2020. Au début de la crise Covid, personne ne pensait qu'on aurait 10% d'inflation et que le prix de l'énergie serait multiplié par 10. Donc ça, c'est vraiment deux facteurs qui, effectivement, ont pesé une grosse menace. Alors l'inflation, pourquoi? Parce qu'elle augmente massivement le coût du financement ou du refinancement des entreprises, qu'il s'agisse du crédit bancaire ou qu'il s'agisse des marchés financiers. On voit aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher, alors que l'argent était pratiquement gratuit il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Quand on y arrive, c'est très compliqué et c'est beaucoup plus cher. Et puis alors le prix de l'énergie, on le voit bien, c'est le phénomène le plus immédiat actuellement, enfin le plus présent. Alors, bon, le gouvernement n'est pas resté complètement les deux pieds dans le même sabot. Comme vous le savez, il avait mis en place un plan de résilience, maintenir un filet de prêts bonifiés. Et puis là, on a mis en place un dispositif qu'il va falloir améliorer de subventions pour les entreprises moi je le dis énergovoraces, mais intensive, voilà, c'est ça. Intensive. Mais alors justement, j'y venais, parce que depuis la fondation du comité, en octobre 21, les mesures d'accompagnement ont disparu petit à petit. Il ne reste plus grand-chose dans la boîte à outils aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste en fait dans la boîte à outils en dehors des prêts bonifiés, qui encore sont 1 pour 1 d'ailleurs, c'est du 50-50, les prêts bonifiés avec de l'argent qui ne soit pas de la subvention. Qu'est-ce qui reste dans la boîte à outils et qu'est-ce qui est prévu, si tant est que quelque chose soit... Enfin, j'imagine que quelque chose est prévu pour renforcer cette boîte à outils. Oui, alors c'est une bonne question, parce qu'effectivement, au mois de juin dernier, quand on m'a demandé de prolonger de 6 mois la mission, j'ai dit oui, c'est très bien, mais tous les outils qui étaient à notre disposition, grâce aux mesures de désencadrement que nous avait autorisées la Commission européenne, on est sur les aides aux entreprises. C'est très sensible, comme vous le savez, on ne fait pas ce qu'on veut, on est quand même, et c'est normal. Il ne peut pas y avoir de marché commun s'il n'y a pas un peu de discipline d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train de râler contre les Allemands qui viennent de balancer 200 milliards, ce qui risque de distordre un petit peu les conditions de concurrence en Europe. Mais donc, c'est quelque chose qu'on avait obtenu de l'Europe et de la Commission européenne. Et vous vous souvenez, il y a eu les PGE, il y a eu les fonds de solidarité, les avances remboursables, les prêts bonifiés, le fonds de transition, les PEPE. Donc, tout ça est tombé, à une exception, est tombé au 30 juin dernier. 3 mois. Reste petite enveloppe de prêts bonifiés, avec la condition que vous avez mise, c'est-à-dire c'est pas si facile que ça à activer, parce qu'il faut que Paris Passu, il y ait autant de fonds propres que de prêts bonifiés. Il y a eu une petite enveloppe de complément de PGE, puisque les PGE, vous vous souvenez, étaient limités à 25% du chiffre d'affaires. Donc, il y a eu le PGE Résilience qui permet d'augmenter de 15% de plus. Mais ça ne s'est pas vendu très bien. Les banques n'ont pas poussé beaucoup à la consommation. Donc voilà, il faut qu'on fasse plus en ayant moins. Alors, il reste quand même donc un petit peu les prêts bonifiés. Il y a 2 outils quand même qui restent un peu à notre disposition. C'est l'outil, on y reviendra, subvention pour les entreprises énergo-intensives, et puis les restructurations de PGE, qui quand même sont quelque chose d'important.
si vous voulez que j'élabore tout de suite là-dessus. Alors, parlons des PGE, allons-y. Alors d'abord les PGE. S'agissant des TPE, oui. C'est pas très compliqué parce que généralement, enfin bien fréquemment, en dehors du PGE lui-même, il n'y a pas beaucoup de dettes autour, et donc les banquiers retraitent leur PGE, voilà, de façon à ce que conserver la garantie de l'État dès lors que la procédure est homologuée, que ce soit la médiation du crédit ou que ce soit une procédure amiable au tribunal de commerce. D'ailleurs, s'agissant de TPE, c'est la médiation du crédit, c'est pas le tribunal de commerce. Ça, c'est pour les TPE. C'est pas trop compliqué, ça fonctionne. Après, quand on passe aux PME et qu'on va arriver avec des entreprises qui ont du PGE, mais qui ont aussi de la dette hors PGE, ça peut être de la dette sur de l'immobilier parce qu'ils ont construit leur usine, ça peut être de la dette CAPEX parce qu'ils ont acheté du matériel, que sais-je. Là, ça devient un tout petit peu plus compliqué parce qu'on va avoir des banquiers qui vont être très contents qu'on restructure le PGE dès lors qu'il y a un moratoire autour. Ils gardent comme ça la garantie du gouvernement, mais ils ne veulent pas qu'on touche au reste de leur pays. Ils ne sont pas favorables, en tous les cas, ils ne sont pas très souples pour accepter de toucher au reste de la dette. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, bon, vous avez bien résumé la situation. Point de doctrine quand même, les PGE sont faits pour être remboursés. D'accord. Je vous rappelle, on parle de 160 milliards et 700 000 entreprises. Donc, toute idée de dire il n'y a qu'à étaler les PGE, les abandonner, qui ont été pas mal agités pendant la campagne électorale. D'ailleurs, il y a encore des revendications du côté du CPME, du côté des hôteliers restaurateurs qui disent on veut une mesure générale. Bon. Ça, vous avez compris, et là, je crois qu'il y a une unanimité sur le plan du gouvernement. Pas de mesure systématique concernant les PGE, on n'y touche pas parce que toute mesure systématique emporte un risque systémique. Vous voyez bien, compte tenu des montants en cause, compte tenu du fait que c'est des contrats qui ont été passés entre 700 000 entreprises et leurs banquiers, l'État ne faisant qu'apporter sa garantie, compte tenu du fait que quand même, ça fait quand même 3-4 mois que les PGE commencent à être remboursés, donc on ne peut pas créer non plus un effet de distorsion entre ceux qui payent et ceux qui attendent la bonne nouvelle ou l'effet d'aubaine. Donc ça n'arrivera pas. Hein. Là-dessus, c'est clair. Et donc si on vous dit « Oh, mais un jour ou l'autre, mon PGE sera abandonné », c'est pas vrai. Hein. En revanche, effectivement, on a mis en place un dispositif de traitement au cas par cas. Donc, pas de mesure systématique, mais les entreprises qui auraient un problème important, pas une mesure de confort, hein, mais pour rembourser le PGE, on sait les traiter, on sait les restructurer. Enfin, on sait restructurer le PGE. Alors, il y a plusieurs approches. La première, la plus simple, elle n'est pas assez connue d'ailleurs, je vous la donne. C'est le PGE, ça se rembourse sur 6 ans. Hein, vous vous souvenez, c'était 6 ans avec 2 ans de différé. Vous pouvez tout à fait, tout en gardant la garantie de l'État, vous mettre d'accord avec votre banquier à l'amiable pour changer l'échéancier de remboursement. Si vous vous dites, je vais avoir un problème en 2022 ou 2023, mais en revanche, ça ira beaucoup mieux. Et donc, je vais repousser mes remboursements ou je vais même mettre tout ça in fine. Vous pouvez le faire totalement à l'amiable, sans que personne n'en entende parler. Et l'État, la seule chose qu'il faut faire, c'est prévenir la BPI France, parce que c'est BPI qui gère la garantie de l'État. Mais à part cette information de la BPI, donc c'est quand même déjà une première façon, discrètement, et il faut faire ça à l'amiable avec son banquier, et puis si effectivement dans 3-4 ans, ben, vous n'y arrivez pas, ben, dans ce moment-là, vous rentrez dans la mécanique infernale de restructuration que vous venez de décrire. Alors pour les tout petits PGE de moins de 50 000 €, il y a une porte à la médiation du crédit qui permet de les étaler sur 10 ans. Elle est ouverte, elle est très peu pratiquée. Hein. On a ouvert ce dispositif dans un accord de place au mois de février de cette année. Je comptabilise évidemment, vous imaginez, j'ai des tableaux de bord. Hein. On a moins de 400, sur les 600 000 concernés, moins de 400 cas qui
directement la médiation du crédit. Je parle des PGE de moins de 50 000 euros, les petits. Bon. Pourquoi? J'en sais rien. D'abord parce que l'immense majorité des entreprises n'a pas de problème. Pour 96% actuellement des entreprises n'ont pas l'ombre d'un problème pour rembourser leur PGE. Il y en a même qui remboursent totalement par anticipation. Alors, il y a 4%. On sait qu'il va y avoir 20 000 entreprises. On ne sait pas si c'est 10, 15 ou 20, mais voilà, qui vont avoir un problème. Et le dispositif que nous avons mis en place, de notre point de vue, permet de traiter ces 20 000 entreprises. Vous divisez par 100 départements, d'ailleurs, vous voyez que ça n'en fait que, finalement, 20 000 divisé par 100, ça n'en fait que 200 par département. Je vous dis d'ailleurs, le nombre d'entreprises qui s'adressent à nous via l'accord qu'on a signé au mois est très petit. Alors pour les plus grosses, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, on leur a dit, OK, on peut étudier l'étalement de votre PGE, mais alors vous pouvez aussi d'ailleurs saisir le conseiller départemental à la sortie de crise qui peut vous envoyer, en fonction de votre situation, soit vers la médiation du crédit, mais elle les prend avec des pincettes, la médiation du crédit, elle n'en a pris que 200, je crois, depuis le début, soit vers une conciliation au tribunal de commerce, qui peut être un accord, même discret, homologué, suffit pour maintenir la garantie de l'État. Bon. Il y a deux défauts. C'est là, mais bon, on n'a rien sans rien. Le premier défaut, c'est celui que vous avez dit, c'est que s'il y a d'autres crédits bancaires, la tendance du conciliateur, ça sera de dire il faut traiter pari passu à peu près de la même manière toutes les créances, l'État comme les autres. Il peut y avoir des aménagements quand même. Et puis quand même, il y a beaucoup d'entreprises, même de taille significative, qui ont pour seule dette le PGE. Et donc celle-là, effectivement, c'est pas un souci. Il y a quand même un autre défaut, c'est qu'elle va passer par la case défaut bancaire. Dès que vous touchez, restructurer un PGE, notamment sous l'égide d'un tribunal, la banque, elle n'a pas d'autre choix. C'est une directive européenne, sauf si la valeur actualisée des échéances était peu différente, de moins de 1% de l'échéancier initial. Mais enfin, disons que la plupart du temps, la banque, elle n'a pas d'autre choix que de vous caser dans la case défaut. La notation, mais alors là, c'est pareil, on dit oui, ma notation ne va pas être bonne. Mais de toute façon, en général, la boîte qui a un problème, elle est déjà en dessous de 5. Hein. Et puis, je vous rappelle que toutes les boîtes qui font moins de 750 000 euros, de toute façon, elles ne sont pas notées. Donc voilà. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a moyen de restructurer des PGE. On peut même envisager un abandon. D'accord, il y a des cas, ils sont discrets, mais la presse en a un peu parlé. Il y a eu 2-3 cas. On peut, sous l'égide, là encore, hein, il faut quand même un coup de tampon d'un tribunal, envisager non seulement l'étalement, mais abandon total ou partiel de la dette de l'État. Dans ce cas-là, pour la banque, il n'y a pas de problème. Là, elle met en jeu sa garantie et l'État maintient évidemment sa garantie. La seule chose que l'on va réclamer, nous, c'est une clause de retour à meilleure fortune. Vous voyez ce que ça veut dire, c'est pas très compliqué. Voilà, alors ça, c'est quand même un outil, puis ça reste un problème, parce qu'il va quand même y avoir une population, je vous dis, je ne sais pas si c'est 20 000 ou 30 000, mais il va y quand même avoir une population qui va poser la question du remboursement du PGE. Et alors, le deuxième outil, c'est donc ce plan de subvention pour les entreprises énergo-intensives. Là, on a une enveloppe de 3 milliards. Et les montants peuvent être assez significatifs. Hein. Je pense que ce serait bien que vous précisiez l'objet de ce fonds, parce que c'est un fonds de 3 milliards qui est destiné à faire de la subvention. C'est de la subvention pour les entreprises qui, en 2021, dépensaient plus de 3% de leur chiffre d'affaires en énergie. D'accord, et qui ont vu en 2022 le prix de leur énergie plus que doubler. Donc, vous voyez, les critères, c'était
et qui, du coup, ont vu une EBE, EBIT, enfin EBE, diminuer. Bon, alors là, normalement, ces entreprises peuvent déposer un dossier. Alors après, on fait un compte à rebours. Avant, c'était trimestre par trimestre. Là, on l'a un peu amélioré au mois de septembre. C'est au moins le mois qui permet. Donc, il faut déposer un dossier, c'est pareil, c'est en ligne à la DGFIP, de local, au conseiller départemental de la sortie de crise. Donc, il a un outil. On fait d'ailleurs on a un outil, on fait une rapide simulation pour pas que le type passe trop de temps à remplir des dossiers, et on lui dit ça passe ou ça passe pas. Alors la vérité, c'est que pour l'instant, ça passait pas. C'est-à-dire que, je ne devrais pas vous le dire, mais je pense qu'on a dépensé moins de 10 millions d'euros sur ce fonds de 3 milliards qui existe depuis le mois de juin. Et alors il y a une raison très précise alors à ça. que tout le monde crie à la mort. La raison, c'est que le dispositif est extrêmement compliqué. Le verrou le plus important, c'était les 3% de chiffre d'affaires. Et le boulanger de base, en 2021, où l'énergie était pas trop chère, il était en dessous de 3%. Le gars qui refroidit ses pommes. Oui, enfin, c'est vrai pour une usine de que vous voudrez. Mais quand ça multiplie par 10, il passe à 7 ou 8%. Mais malheureusement, ça passait pas puisque la Commission européenne nous a dit la barrière du 3% est infranchissable. Donc la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on fonctionne sur ce décret de juin et septembre. Vous trouvez ça sur tous les sites. Mais quand on fait des simulations, ça passe pour très peu d'entreprises. Donc on est en bagarre, en discussion avec nos partenaires européens et avec la Commission. Vous devriez avoir du nouveau très bientôt là-dessus. La demande de Monsieur le maire étant évidemment qu'il faut évidemment assouplir ce truc pour que ça fonctionne. D'ailleurs, le dispositif n'a pas été tellement marketé. Il y a beaucoup de gens ici qui étaient au courant de ce fonds de subvention. C'est intéressant parce que c'est quand même 3 milliards qui sont, vous avez tous entendu parler bien sûr, des problèmes de financement de l'énergie pour les entreprises. Il y a des subventions, il y a des aides pour les ménages, mais les entreprises. Voilà. En fait, l'outil d'aide, c'était ça. C'était 3 milliards qui étaient destinés à distribuer par subvention. Donc il y avait trop de verrous. Il y avait trop de verrous et on est en train de faire sauter les verrous. Je pense qu'il y a un sommet des chefs d'État là qui se réunit demain, ou jeudi et vendredi. Ouais. Ça fait partie des verrous qu'on va faire sauter parce que c'est insupportable. Là, les risques de destruction du tissu économique sont réels. De délocalisation, vous voyez bien, la boîte qui se dit si je vais aux États-Unis ou au Canada, je vais payer 10 fois moins cher mon énergie, ça va quand même, dans 2 ou 3 ans, il ne va plus nous rester grand monde. Donc et qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont tendance à dire on gagne plus d'argent en fermant notre production qu'en continuant la production. Parce que la production dévore, incinère du cash flow. Donc, malheureusement, c'est déjà un peu le cas dans certains secteurs d'activité qui sont fort consommateurs d'énergie. Je pense au photovoltaïque, par exemple, même si c'est un des axes stratégiques du gouvernement, développer les énergies renouvelables. Les fabricants français sont en train de migrer vers les États-Unis pour le différentiel du coût d'énergie d'une part, et pour les subventions par ailleurs qui sont attachées au photovoltaïque, à la production photovoltaïque. Mais ok, donc on y travaille, on essaie de se soigner. Mais c'est pas si facile que ça. D'abord, il y a un débat européen. Vous avez vu, les Espagnols et les Portugais, eux, ils ont mis en place un bouclier tarifaire, comme nous, on l'a fait pour les particuliers, pour leurs entreprises. Nous, on est dans des débats européens et pour être très honnête, je ne sais pas si je peux vous donner les chiffres, mais comme vous savez, on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre budgétaire. Ça ne vous a pas échappé. On a déjà un énorme déficit budgétaire. Donc, un bouclier tarifaire en France pour les entreprises, on a déjà balancé 20 milliards pour les particuliers, c'est un autre 20 milliards à sortir. Donc, Bercy, je ne vous le cache pas, n'est pas très en faveur d'un bouclier tarifaire pour les entreprises. Donc, nous, on est plutôt pour avoir un dispositif d'aide ciblée, mais d'aide ciblée intelligemment. Pour l'instant, on n'arrive pas bien à les cibler. Toutes les simulations qu'on fait avec notre modèle, le fonds dont je vous parlais, font qu'on n'arrive pas à les dépenser. Donc, c'est pas bien. Ça a été d'ailleurs un peu le même schéma qu'on a connu avec
le fonds de Marc Auberger. Non, c'est pas le fonds de Marc Auberger. Non, le Marc. C'est mon collaborateur ouais, qui gérait Marc Auberger, pardon. Son nom m'échappe à l'instant. Fonds de transition. Fonds de transition, 3 milliards de fonds de transition qui, par ailleurs, n'ont pas vraiment été exploités non plus en totalité, loin s'en faut d'ailleurs. Et la question que j'aimerais vous poser à propos de ce fonds de transition, c'était, il était l'objet, c'était d'intervenir en fonds propres ou en quasi-fonds propres. C'était ça véritablement l'objet, ce qui est fantastique, parce que c'est clairement l'une des grandes maladies de l'entreprise française, au regard de ses consoeurs allemandes, par exemple, l'insuffisance de fonds propres. Et donc, c'était une idée remarquable. D'ailleurs, les obligations relance avaient pour objet, initialement, d'intervenir aussi en renforcement des quasi-fonds propres, ce qui n'a pas été le cas au bout du compte. Et les PPR. Ouais. Et les PPR aussi, d'ailleurs. Et ça n'a pas été le cas non plus. Et puis, ils ont été très peu consommés. Mais s'agissant du fonds de transition, celui-là était réservé des cas définis pour intervenir sur les ETI et sur les entreprises de taille intermédiaire. Pourquoi pas sur les PME? Oui, c'est vrai que pour les PME, on avait à cette époque-là les PEPE. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les PEPE qui étaient du fonds propre ou du quasi-fonds propre distribués par les codéfis locaux. Alors, c'était des petits montants, hein, on parlait de quelques centaines de millions d'euros, mais il y avait ce dispositif qui avait été autorisé par la Commission et qui a bien marché. Hein. On a dépensé une cinquantaine de millions d'euros pour finalement une bonne plus de 150 entreprises. Donc ça a été quand même. Et c'est vrai que le fonds de transition, initialement, on l'avait réservé, comme je vous l'ai dit, les entreprises de plus de 400 personnes. On les disait, il faut qu'elles soient traitées au CIRI, ou si elles ont un vrai problème de fonds propres qu'on n'a pas la solution, qu'elles soient traitées par le fonds de transition, où j'avais la main, puisque j'avais en place un collaborateur, Marc Auberger, qui s'en occupait, et un comité consultatif. Bon. La vérité, c'est que ce fonds, qui hélas maintenant a disparu, parce que la Commission nous l'a autorisé pour 1 an. Hein. On est dans les fonds propres, c'est sensible. Hein. En termes de concurrence, vous voyez que c'est quelque chose qui est regardé de très près. Donc la Commission nous avait dit, d'accord, on vous fiche la paix sur ce fonds de transition pour 1 an. Il faut que ça soit lié à la crise Covid, que le besoin de reconstitution de fonds propres soit lié à la crise Covid. Et puis, bien entendu, si jamais vous en distribuez, l'entreprise en question ne devra verser aucun dividende tant que c'était du TSDI, hein, du titre subordonné à durée indéterminée. Donc ça, c'est du fonds propre. Hein. C'est plus que du quasi-fonds propre, c'est du fonds propre qui coûte un peu d'argent quand même. Mais tant que le TSDI n'est pas remboursé, pas de dividende, pas de bonus aux dirigeants, pas d'augmentation des salaires des dirigeants et pas de croissance externe. Donc, au début, je me souviens, quand on a fait un peu de pub sur ce fonds de transition, j'avais 5 à 6 coups de téléphone par semaine, hein, de gens qui me disaient « Ah, c'est bien ce truc, ils fonds propres. » Donc, on leur expliquait la contrainte européenne dans laquelle on était. Bon, ben, on vous rappelle. Bon. Et finalement, on peut le dire, hein, il n'y a pas de secret, au total, on a traité en 1 an 2 dossiers pour 98 millions d'euros. Et on les a bien traités, hein. Mais mais les autres, ils n'étaient pas là, hein, objectivement. Ils n'étaient pas là parce qu'ils ont refusé l'obstacle des contraintes qui nous avaient été mises par la Commission européenne. C'est ça la réalité. Gérard, l'heure file, le temps passe, et comme c'est passionnant, ça passe vite. Il y a 2-3 petites questions simples mais techniques, parce qu'il y a pas mal de patrons d'entreprise qui nous écoutent aussi. Il n'y a pas que des professionnels du restructuring, il y a aussi des gens qui sont concernés par le sujet qui nous écoutent. Je voudrais poser des questions simples, mais qui clarifient certains points. Comment on distingue en région la mission du conseiller à la sortie de crise versus le commissaire au redressement, le CRP, commissaire à la restructuration, à la prévention des difficultés. Donc d'un côté, le conseiller à la sortie de crise, de l'autre côté, le CRP. Comment ça se mange tout ça? Bon, alors je dis la règle à la louche, c'était moins de 50 traités au niveau du département.
entre 50 et 400 traités au niveau de la région, et donc, par définition, le CRP. Avec des frontières pas aussi nettes que ça. Hein, il pouvait y avoir des petites entreprises de moins de 50, mais qui aient un intérêt spécifique, régional ou stratégique, qui fait que le CRP, qui lui avait des enveloppes spécifiques, c'est le CRP qui agitait, je vous rappelle, les enveloppes avances remboursables, par exemple. Hein, ouais. donc, et à l'inverse, même pour les petites entreprises, on était capable de mobiliser le CRP en tant que de besoin. Les CRP, d'ailleurs, sont invités aux comités départementaux à la sortie de crise. Donc, voilà, mais la frontière, c'était, faisons simple, moins de 50, on est au niveau du département, jusqu'à 400, on traite au CRP, et ensuite ça passe au niveau national. J'avais une autre question, il faut que je la retrouve. Ah oui, qui était une question qu'on m'avait posée d'entrepreneur. Si mon entreprise est en difficulté, comment puis-je saisir le conseiller départemental à la sortie de crise? Ah bah, là, c'est facile. D'ailleurs, s'il n'y arrive pas, il n'a qu'à m'appeler, je lui donnerai tout de suite. Dans chaque département, alors vous allez sur le site, hein, le site. On va publier le téléphone voilà, portable de Gérard, on va le mettre en ligne. Mission d'accompagnement. On va le mettre en ligne sur le site. Moi, j'ai une liste de 100 noms, pas nominatifs, avec leur téléphone, leur portable et leur mail. Et donc, voilà, si vous êtes dans les à Niort, eh ben, ou si vous êtes, vous appelez le gars ou à Louviers, vous appelez la conseillère départementale qui est à Évreux, qui est Madame Rosen XYZ, et qui a tel numéro de téléphone. Le critère simple, c'est quel est le chef-lieu de département de l'endroit où est le siège social de votre entreprise. Voilà. Je suis en train de rechercher le nombre. Saint-Joannis. Voilà, c'est ça. Remarquable. Et s'il ne le trouve pas, qu'il nous appelle à la maïs, qu'on lui donnera tout de suite. Hein. Mais c'est sur tous les sites. Hein. Je regarde si on a des questions. Est-ce qu'on a des questions de la salle déjà? Oui. Jean-Pascal Beauchamp, de l'OAT. J'ai une question pour vous, Monsieur Provadel. Dans les dossiers que vous avez traités au sein du Conseil, est-ce que vous avez eu des secteurs qui sont sortis de manière un peu plus importante que d'autres? Y a-t-il des tendances ou des filières qui se distinguent? Pas vraiment dans les secteurs. Bon, il y a traditionnellement, on sait que les bars, tabac, restauration, etc. ont tendance à tourner de l'œil plus vite que pas mal d'autres entreprises. Il y a eu un peu de tension du côté du BTP, mais honnêtement, en gros, j'ai refait les calculs, nos conseillers départementaux ont reçu, alors je vous donne la moyenne, 1000 appels par mois. 1000 pour toute la France. Divisé par 100, ça fait 10. C'est-à-dire 3 appels par semaine. Et, honnêtement, c'est très diversifié. Même au CIRI, parce que j'ai évidemment participé à toutes les réunions du CIRI. Le CIRI, quand on l'a créé, ça s'appelait le Comité interministériel de restructuration industrielle. On ne voulait surtout pas entendre parler de distribution, de services, de tourisme. Je peux vous dire, l'essentiel des dossiers du CIRI qu'on a traités depuis 2 ans, c'est pas de l'industrie. Hein, c'est Pierre et Vacances, c'est Camailleux, enfin, vous les connaissez comme moi. Hein, donc, non, objectivement, il n'y a pas, on est très pragmatique, il n'y a pas des secteurs particulièrement qui se distinguent. Quoi. Merci. Oui, j'ai une question. Patricia Guillemard du cabinet CGLO. Je suis avocat en restructuration. Je voulais savoir comment, en fait, s'articulait votre fonction et comment s'organisait la coordination entre donc, vos présences désormais sur le marché de la restructuration et nos interventions, en fait. Est-ce qu'il y a une coordination? Comment, quand une entreprise vient vous voir, quelle est votre fonction? Et est-ce qu'il y a une coordination? Comment ça se passe concrètement, en fait?
Non, vous l'avez compris, nous, on a essentiellement une fonction, que ce soit sur le plan départemental ou national, d'orientation. D'orientation. J'ai pas de moyens propres. Enfin, si j'avais un peu le fonds de transition, mais il n'est plus là, le fonds de transition. Donc notre boulot, c'est pas avec la petite équipe que j'ai à Paris de 3 inspecteurs généraux donc on traite pas les dossiers. On les oriente. On les oriente en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de sa problématique, et on leur dit, ben voilà, vous allez aller voir Tartampion, et où votre cas, à l'évidence, relève d'une conciliation sous l'égide et vous allez voir tel président du tribunal de commerce. D'ailleurs, on vous conseille vivement d'aller voir un conciliateur. On en connaît quelques-uns de bonne qualité, un administrateur ou un notaire de justice. Enfin, voilà, on a plus un rôle, vous voyez ce que je veux dire, de téléguidage que d'action en direct. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on surveille. On vérifie que le dossier reste en haut de la pile. Bon. Pareil pour l'octroi des subventions publiques. Je vous rappelle, il y avait beaucoup il y avait l'aide, les fonds de solidarité, l'aide au coût fixe, tous ces dossiers. Donc l'idée, c'était plus d'orienter, de mettre de l'ordre, de faire monter les dossiers. On a débloqué énormément de dossiers, tout simplement parce qu'effectivement, le pauvre chef d'entreprise, ben, il avait pas frappé à la bonne porte. Il avait été mal orienté dans le maquis des aides publiques, dans le maquis des gens qui s'occupent des entreprises en difficulté, dont vous êtes d'ailleurs. Énormément de monde. Moi, ça a toujours été pour moi une surprise. À mon comité national, j'ai 22 partenaires. 22. Alors, il y a des grandes professions qui s'appellent les banques, mais il y en a aussi beaucoup plus discrètes qui sont toutes utiles. Mais il y a quand même... et c'est terrible parce que toutes ces professions entre nous, elles ont faim depuis 2-3 ans. Elles n'ont jamais gagné aussi peu d'argent parce qu'il n'y a jamais eu aussi peu de dossiers à traiter. C'est ça la vérité. Alors ça va revenir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La restructuration. Voilà. Non, ça n'a pas toujours été. Avant, on était sur un rythme solide qui nourrissait quand même une population d'AJMJ, une population de greffiers. Bon, aujourd'hui, c'est plus dur. Et je peux peut-être faire un tout petit complément vu du terrain. En fait, les conseillers départementaux sont vraiment des médiateurs. Le conseiller départemental, situation que j'ai vécue un certain nombre de fois, les conseillers départementaux vont saisir la CCSF, vont saisir la préfecture, vont saisir la médiation du crédit, vont saisir et ont le pouvoir de saisir l'ensemble des services en région et de coller tout le monde autour de la table, y compris les banquiers d'ailleurs, et de coller tout le monde autour de la table pour discuter d'un plan, des moyens de soutien à l'entreprise. Ils ont vraiment cette capacité-là et c'est franchement leur rôle d'ailleurs et ils le font très bien. En région, il y a guère qu'en région parisienne où c'est un peu Ils font le boulot compliqué. Que Thierry fait, mais pour les petites boîtes. Voilà. Ils font ça dans le cadre de ce qu'on appelle un peu des petits restreints. Et ils ont effectivement ce pouvoir d'orientation et d'évocation qui fait que quand le dossier, quand le conseiller départemental est saisi, le banquier fait un peu plus attention. Le médiateur du crédit s'en occupe. L'autre élément de réponse peut-être à votre question, c'est que la charte du comité à la sortie de crise, comité national à la sortie de crise qui a été élaboré, a été notamment signée par l'ordre des avocats, l'ordre des experts comptables, par l'ensemble des professions indépendantes intervenant dans les processus de conciliation, d'accompagnement d'entreprises en situation de difficulté. Donc, les avocats sont signataires, certaines associations sont signataires, les experts comptables sont signataires, etc. Et d'ailleurs, à propos des experts comptables, je prends une question qu'on a reçue. Il y a un logiciel, enfin un outil qui avait été développé à l'initiative de l'ordre des experts comptables pour que les experts comptables puissent faire du diagnostic rapide de situations de difficulté. On a eu des éléments de retour là-dessus. On sait si les experts comptables ont joué le jeu. Il y a toujours eu une espèce de discussion comme ça entre le rôle et l'implication des experts comptables dans l'accompagnement des entreprises en situation de difficulté. Ils aiment pas trop jouer ce jeu-là. On a eu des chiffres là-dessus? Je ne peux pas vous répondre quantitativement. Il y a eu quelques petits frottements, mais
s'était réconcilié un petit peu parce qu'on a mis les experts comptables et les commissaires aux comptes dans la boucle de l'accord de place du 19 février dernier sur les restructurations de PGE. Donc, quelqu'un qui veut restructurer son PGE, il ne peut pas le faire s'il n'a pas un bout de papier de son commissaire aux comptes, son expert comptable, qui certifie que la situation le justifie, que l'entreprise est viable et qu'elle a des perspectives. Alors, effectivement, des fois, l'expert comptable hésite à s'engager. C'est parfois risqué. Hein. Donc, bon, honnêtement, on va apprendre en marchant là-dessus. Mais j'ai pas une réponse quantitative. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Soyez pas timide. Alors, j'ai encore une dernière question qui me vient de nos auditeurs en ligne. L'un des dispositifs qui devait asseoir l'intervention du comité, c'était le dispositif des signaux faibles, par lequel les conseillers départementaux pouvaient, de façon dynamique, proactive, appeler les entreprises qui présentaient des caractères de difficulté dans une logique d'anticipation. Qu'est-ce que ça a donné, ça? Oui, c'est une bonne question, parce que ça monte en puissance. Hein, la mise en place, c'était expérimental, hein, Ouais. vous l'avez compris. Et ça reposait sur de l'intelligence artificielle, des algorithmes, n'est-ce pas, qui consistaient à exploiter des bases de données passées pour en tirer des conséquences futures. Au manque de peau, vous avez compris que la crise Covid a dramatiquement perturbé la logique des bases de données. Hein, un truc qui marchait, qui était à peu près cohérent jusqu'au Covid. Quand il arrive un PGE, quand il arrive... Bon, alors du coup, les algorithmes, ça fonctionne un peu moins bien parce que les règles du jeu ont changé. Donc, le code ayant changé, c'est plus difficile de rentrer. Bon, peu importe. Et puis, il y a quand même des choses que les algorithmes ont du mal à percevoir. C'est des startups dans la technologie, par exemple, qui incinèrent du cash flow, et plus elles en incinèrent, plus elles sont prospères et plus elles valent d'argent. Hein. Bon, ça, évidemment, si le malheureux secrétaire du CODEFI, là, au conseiller départemental, appelle le patron d'une start-up pour lui dire, tiens, vous êtes en plein dans les signaux faibles parce que vous avez dévoré tant de cash flow, vous n'avez plus de fonds propres, etc. Il va se faire, surtout si le lendemain, c'est une licorne qui vaut 1 milliard d'euros. Donc, vous voyez, ce n'est pas si simple. Donc, on y va mollo avec les signaux faibles. Hein. On a maintenant, les outils ont été à peu près réconciliés. Il y en avait un à la Banque de France, 2 à Bercy, un à la DGFiP et un à la Direction générale des entreprises. On a réconcilié à peu près tout ça. Et on sort maintenant, on vient d'en sortir un là, régulièrement, un tableau des entreprises qui ressortent du dispositif, et on distribue ce tableau dans tous les départements. Et donc, chaque CODEFI a à sa disposition une liste d'entreprises qui ont clignoté signaux faibles. Signaux faibles, bon. Mais même là, on y va mollo. Parce que les aberrations dont je viens de vous parler, donc ce n'est pas parce qu'une entreprise est signaux faibles qu'elle va mal. Donc, il faut passer au crible. Et puis ensuite, il faut trouver le bon interlocuteur. Vous voyez que le type qui se fait appeler par le gars du fisc pour lui dire « Monsieur, on a détecté que vous avez un problème », je ne suis pas sûr qu'il soit bien reçu en termes de prévention. Donc, il y a des cas où c'est plus intelligent de le faire appeler par exemple, le gars de la Banque de France ou les URSSAF. Ben voilà. L'idée, c'est quand même de répartir les coups de téléphone à passer pour ceux qui… Bon, la vérité, c'est que c'est quand même toujours les usual suspects qui sortent du panier. Hein, donc, on n'a pas énormément de scoop dans ce qu'on voit arriver dans les listes signaux faibles. 9 fois sur 10, je préfère vous le dire, on avait déjà détecté au sein du CODEFI, soit parce que les URSSAF nous l'avaient signalé, soit parce que les impôts nous l'avaient signalé, soit parce que la Banque de France avait baissé la note. Il y a très, 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 très peu de cas
qui sont pour nous une surprise. Hein. Mais voilà, même s'il y en a peu, c'est bien que ceux-là, on les traite, mais on les traite intelligemment. Donc voilà, ça monte en puissance, on apprend un petit peu comme dans tout ce type de logiciel algorithmique, on apprend à le fonctionner. On en est à la 3e génération là déjà, enfin 3e vague, et j'ai l'impression que ça se passe mieux. C'est-à-dire on a appris à se servir de l'outil. Super, Gérard. Écoutez, nous arrivons au terme de notre entretien. Il est 7h moins le quart. On a commencé à 8h moins le quart. On a commencé il y a 1h05. Donc, nous allons lever le camp. Je vous remercie infiniment, Gérard, d'avoir joué le jeu. J'espère vraiment qu'on se retrouve en 2023 parce que l'action du comité sera, je pense, tout à fait nécessaire à tirer la machine avec nous. Ça va être chaud, 2023. Merci à vous tous. Ça sera peut-être pas moi, mais vous inquiétez pas, l'État fera ce qu'il faut pour qu'il y ait un filet de sécurité. Alors il y a eu un René Ricol, il y a eu un Gérard Fauvedel. Non, mais voilà, c'est une bonne comparaison. Quand Sarkozy, en 2008, a vu que les banques ne prêtaient plus du tout, il s'est dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Il a demandé à M. Ricol, qui lui aussi, de manière bénévole, a pris sa canne et son chapeau et est allé dans tous les départements pour faire de la médiation du crédit et dire aux banquiers, je me souviens, je suivais, les entreprises venaient, alors toi, c'est bon, toi, t'es pas bon dehors, mais ah oui, toi, on va convoquer les banques. Ils traitaient comme ça à la chaîne, les dossiers. Et finalement, on a découvert que la médiation du crédit, c'était pas inutile. Mais et du coup, on a rentré finalement ce dispositif qui était un dispositif historiquement complètement d'urgence, complètement bénévole. Voilà. C'est devenu maintenant, comme vous le savez, le médiateur du crédit est un cadre, un directeur de la Banque de France qui s'appelle M. Wisniewski, qui fait son boulot. Mais on a intégré ça dans un dispositif institutionnel existant et qui fonctionne, où les gens sont rémunérés, où voilà, qui ont une autorité hiérarchique et ont un chéquier. Donc, je pense que si jamais la crise perdure, il faudra peut-être que le gouvernement se pose la question de réintégrer la mission d'accompagnement dans un truc normal. Il y a plusieurs solutions possibles, mais je ne vais pas. D'abord, ce n'est pas moi qui déciderai, et je ferai des recommandations à M. le maire et à M. Dupond-Moretti. Merci beaucoup, Gérard. Passez à tous une bonne soirée.